Allô tout le monde, nous sommes la semaine du 23 janvier, il fait un froid sibérien et vous écoutez Radioscope. Ouais, un radioscope dont la popularité ne cesse de tarir, enfin, ou ne tarit pas, devrais-je dire plutôt. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à m'écouter, et ce, même si le nombre d'étudiants n'a pas augmenté dans le groupe. Enfin, un phénomène plutôt étrange, mais que nous allons bien accueillir, évidemment. Alors, on fait quoi cette semaine? Cette semaine, rapidement, on revient sur la notion de ce qu'est une politique, et on s'attaque tout de suite après à la question de l'évolution d'une politique publique. Alors, première question qui m'a été posée en termes d'action cohérente. Alors, lorsqu'on définit une politique publique, on dit qu'une politique publique peut être bien codifiée, bien normalisée, bien formalisée à l'intérieur d'un document et on élabore un peu les différentes composantes que peut avoir ce document. C'est souvent de cette façon-là dont on conçoit une politique publique et quelques exemples de ce genre de politique publique-là que j'ai déjà donné, je crois, mais enfin, je me répéterai. Politique nationale de l'eau, on voit qu'il y a un document très clair sur ce qu'est une politique, enfin, ou ce que veut faire la politique. Et je reviendrai d'ailleurs sur cet exemple-là pour une prochaine question. Politique sur le transport collectif. Donc, on voit si vous allez voir, donc si vous cherchez rapidement dans Internet ces titres de politique, vous allez voir des documents très bien formalisés. Alors, cette idée maintenant d'action cohérente, de quoi parle-t-on? Évidemment, ici, c'est que certaines politiques, c'est de moins en moins le cas, mais ça existe toujours. Certaines politiques ne sont pas du tout formalisées ou codifiées à l'intérieur d'un document. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à penser à la politique étrangère canadienne actuelle. C'est une politique qui n'existe dans aucun document, mais pourtant elle existe, cette politique-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une politique, c'est quoi? C'est un guide d'action, c'est un énoncé de principe, c'est quelque chose qui guide les décisions des décideurs publics. Alors il arrive parfois que ces guides, ces guides d'action ne sont pas codifiés dans un document pour le public. Alors, comment peut-on reconnaître une politique publique? C'est là que cette idée d'action cohérente vient en jeu ou devient importante. Alors, l'idée d'une action cohérente ou de plusieurs actions cohérentes, c'est d'être capable de déterminer si différentes décisions prises par le gouvernement en place ne forment pas entre elles finalement une politique. Et donc, ce qu'on dit, c'est que pour que ces actions-là forment une politique, elles ne doivent pas être qu'une suite de décisions, mais il doit y avoir une cohérence entre ces décisions-là. Il doit y avoir un message sous-jacent à cette série de décisions-là. Alors, par exemple, en termes de politique étrangère au Canada, on se souvient que du temps des libéraux, le gouvernement libéral s'ingérait plus ou moins dans les affaires entre Israël et la Palestine, offrant tour à tour un appui à la Palestine, un appui à Israël, mais cherchant surtout à maintenir un équilibre de force, un équilibre qui permette la recherche d'une résolution pacifique au conflit qui oppose ces deux pays. Alors que le gouvernement conservateur, lui, arrive et fait un peu table rase des orientations que le gouvernement libéral avait données à la politique étrangère canadienne et propose surtout d'appuyer Israël. Alors on verra qu'à travers différents discours du ministre des Affaires étrangères, différentes déclarations du premier ministre, clairement, à chaque fois, on offre un appui presque inconditionnel à Israël. Alors ici, on voit tranquillement à travers donc, ces différentes déclarations une cohérence entre ces actions-là et qui donne donc le ton à la politique étrangère canadienne. Donc c'est un peu cette idée d'action cohérente. Et bien sûr, tout ce qui sera à ce moment-là objectif, définition du problème et tout ça, eh bien, le rôle de l'analyse de politique publique, c'est de fouiller un peu ces déclarations-là, de fouiller un peu les discours et de reconstituer un peu à la manière d'un archéologue, de reconstituer ce qu'est la compréhension du problème, ce que sont les objectifs, parce qu'ils n'auront pas été clairement codifiés dans un document. Mais ça n'en fait pas moins une politique. Après, on me demande, pouvez-vous définir davantage ce qui est entendu par objectifs généraux et objectifs spécifiques dans une politique? Alors, je reviens sur l'exemple que je disais tantôt de la politique nationale de l'eau.
on verra que dans cette politique-là, on offre des grandes orientations et après ça, des objectifs sectoriels, etc. Donc, l'idée ici, c'est de voir que dans certaines politiques, dépendamment de l'ampleur de la politique, mais on aura des objectifs généraux. On pourra dire, par exemple, améliorer la santé des Québécois, des Québécoises, ou améliorer la santé des Canadiens. Et donc ça devient un objectif. Mais ça reste vague comme objectif, alors dans certaines politiques, on ira à un niveau de détail supérieur et qu'on appellera des objectifs spécifiques. Alors on pourrait dire par exemple, améliorer la santé des Canadiens. Là on aura un objectif spécifique qui sera réduire le taux de diabète de 10% en 10 ans, réduire les taux de mortalité associés au cancer de 5% en 10 ans, etc. Donc là on aura des objectifs plus spécifiques. Des fois, ça peut être clairement énoncé comme ce que je viens de donner comme exemple. Des fois, ça demeure plus ou moins bien énoncé ou plus ou moins bien clair. Mais ça demeure, ça garde cette logique d'objectifs généraux et d'objectifs spécifiques. Donc, les objectifs spécifiques, ce sont des sous-objectifs qui viennent clarifier, qui viennent préciser les objectifs généraux. Évidemment, dans un monde idéal, tout ça serait très clair, mais comme nous ne vivons malheureusement pas dans un monde idéal, parfois tout ça peut être mêlé sous différentes terminologies comme axe d'intervention ou objectif intérimaire. Donc il faut un peu deviner que les axes d'intervention seront alors les objectifs plus généraux et que qu'on dira les moyens d'action, au lieu d'être vraiment des instruments, comme on parlera plus tard, mais dans le fond, ça devient des objectifs spécifiques. Donc, des fois, il faut un peu refaire la terminologie puis comprendre. Je conçois que ça peut être un peu agaçant, mais malheureusement, il n'y a jamais rien contrairement à d'autres sciences, il n'y a jamais rien d'extrêmement précis ou d'immuable en analyse des politiques publiques. Une autre question que j'ai eue sur la question de ce qu'est une politique publique, on me demande est-ce que toutes les politiques publiques doivent faire l'objet d'une loi avant leur mise en œuvre? En fait, non, les politiques publiques ne font jamais l'objet d'une loi en tant que telle. Parfois, une loi est plutôt un instrument d'une politique publique. Une loi est plutôt ce qui permet la mise en œuvre d'une politique publique, c'est-à-dire la mise en œuvre pour arriver à atteindre les objectifs qu'une politique s'est donnée. Donc, ici, la loi, il peut arriver qu'une politique soit essentiellement une loi ou des amendements législatifs. Mais il peut y arriver aussi que dans une politique, on propose des campagnes d'éducation, des campagnes de promotion, qu'on propose des avantages fiscaux, des subventions et l'adoption d'une loi. Donc, alors que dans d'autres cas, essentiellement, la politique sera en soi une loi. Mais c'est pas, il faut le voir un peu à l'inverse de la façon dont la question est posée. C'est pas qu'une loi vient autoriser la mise en œuvre d'une politique. C'est plutôt que la politique propose l'adoption d'une loi pour mettre en œuvre, c'est-à-dire pour apporter dans la société les changements nécessaires pour régler le problème que la politique veut résoudre. Donc parfois, oui, il va y arriver qu'une loi ou l'adoption d'une loi est nécessaire, mais c'est pour la mise en œuvre. Donc, c'est pas pour mettre en œuvre la politique en tant que telle, dans le sens où s'il n'y a pas de loi, la politique ne peut pas être mise en œuvre, mais c'est plutôt que pour apporter les changements nécessaires, pour apporter les contraintes nécessaires au comportement des individus pour régler le problème, on a besoin d'avoir recours à une loi. Si on peut avoir recours à d'autres moyens, par exemple des avantages fiscaux, des subventions, des campagnes de promotion, alors là, à ce moment-là, les décideurs publics vont être beaucoup plus tentés d'utiliser d'abord ces moyens-là plutôt qu'une loi, parce que ce sont des moyens beaucoup moins contraignants, qui nécessitent moins de ressources qu'une loi, et qui vont susciter beaucoup moins de controverses ou de grogne au sein de la population qu'une loi. Voilà. Maintenant, passons à cette idée d'évolution d'une politique publique. Donc, vous avez tous consulté la capsule à ce sujet-là. Je crois qu'essentiellement, ce qu'il faut retenir, le message principal, c'est que les politiques d'abord ne sont pas immuables, elles évoluent. Elles évoluent même une fois qu'elles ont été adoptées, qu'elles ont été formulées, et même une fois qu'on commence à les mettre en œuvre, ces politiques-là sont toujours en mouvance, toujours en évolution. Mais qu'est-ce qui explique cette évolution-là? C'est le concept de rationalité. Alors,
Ce que la capsule présente, dans le fond, c'est trois façons de comprendre la rationalité. D'abord, une rationalité instrumentale, où on dit que l'individu cherche à maximiser ses intérêts, et donc finalement qu'une politique serait la recherche d'une maximisation d'intérêts par un groupe d'individus. On verra que, vous avez vu que, bon, cette théorie présente plusieurs faiblesses et explique mal, dans le fond, l'évolution de plusieurs politiques. On a par la suite l'idée d'une rationalité normative. Où là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce qui va influencer l'évolution d'une politique, ce sont autant la recherche d'intérêt que finalement des valeurs qu'on veut mettre à profit ou des valeurs qu'on veut ou des idéologies qu'on veut imposer dans un système politico-administratif. Donc, où on cherche à traduire des idéologies ou des valeurs en politique publique. Donc, il y a autant une notion normative dans la politique publique qu'une notion d'intérêt. Et souvent, et c'est pour ça qu'on va parler de Simon, on va dire, c'est pas tellement la maximisation des intérêts qu'on cherche, que plutôt la recherche d'une satisfaction. Et ça se complète par une autre façon de comprendre la rationalité, qui est cette idée de rationalité multiple. La rationalité multiple ne vient pas remettre en question l'idée des valeurs ou des normes, mais vient plutôt apporter la notion de sens, qui n'est pas présente nécessairement dans la rationalité normative, et ça fait d'ailleurs l'objet d'une question, hein, donc, la question c'est, qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que la rationalité multiple met l'accent sur le sens. Le sens, évidemment, ici on parle de la signification. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par qui connaît quoi, pourquoi ces personnes possèdent ces connaissances, dans quel but, etc. Donc, donc le sens qu'on donne, donc la signification qu'on donne, ce qu'on veut dire par là, c'est que pour bien comprendre, d'abord, je reviens en arrière. La rationalité multiple veut dire que au sein d'un même système politico-administratif, ou même d'un sous-système politique, comme dirait Arlette et Ramesh, ou au sein d'un même réseau de politique publique, comme dirait Leslie Parr, il existe différentes façons de comprendre un problème qu'on appelle rationalité. Donc, différentes façons de comprendre un problème, et ces différentes façons de comprendre ces différentes rationalités-là s'imposent les unes par rapport aux autres au sein de discours particuliers. Un de ces discours-là sera dominant. Et alors que les autres seront plus alternatifs, mais ils demeurent constamment en compétition. Et il y a toujours la possibilité pour un des discours de devenir dominant et de reléguer le discours dominant à une position plus discours alternatif. Or, ici, l'idée donc de valeur dans la rationalité normative, on a toujours l'impression que finalement, il n'y a qu'une seule rationalité et un seul discours. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que il y a différents réseaux d'acteurs, il y a différents groupes d'acteurs qui ont des façons différentes de comprendre ce problème-là. Et donc, oui, les valeurs viennent jouer, mais les valeurs viennent donner un sens à leur façon de comprendre le problème. Et c'est ça ici, c'est ce qu'on veut dire par donner un sens à la rationalité. C'est-à-dire que pourquoi ces acteurs-là comprennent le problème de cette façon-là, alors que les autres acteurs comprennent le problème d'une autre façon. Quelles sont les valeurs qui sont en jeu? Quelles sont aussi les informations auxquelles ces personnes-là sont exposées et qu'elles vont retenir et qui vont donner un sens à la rationalité. Alors voilà, c'est ce qu'on veut dire par rationalité multiple. Et donc, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que de quelle façon dont les politiques vont réagir, vont évoluer, devrais-je dire, par rapport à tout ça, c'est que les discours qui dominent vont donner une certaine orientation à la politique et peuvent, à un moment donné à un autre, réorienter la politique même si elle n'est pas complètement reformulée. On pourra voir par exemple un nouveau gouvernement arriver en poste et ce nouveau gouvernement-là, sans nécessairement abolir la politique, va quand même avoir pour idée de la remettre en question et de modifier sa mise en œuvre de façon à la rendre plus conforme à ses propres objectifs, objectifs desquels souvent vont découler des pressions des groupes qui auront porté ce gouvernement-là au pouvoir. Donc on voit qu'il y a un jeu politique ici qui vient modifier, qui vient faire fléchir l'orientation qu'on avait donnée à la politique, donc modifier cette orientation-là, de façon justement à ce qu'on puisse la faire évoluer vers une autre direction.
Et donc ici, pour comprendre ça, ben, l'idée de sens devient, je crois, tout à fait évidente. C'est-à-dire pourquoi la politique va tout d'un coup se réorienter, mais c'est parce que on a la nouvelle,